à tous les fans de One Piece, toute nouvelle vidéo sur un classement des marines par puissance. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous inviterai comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je précise quand même avant de commencer ce top que certains personnages peuvent être facilement échangeables au niveau de leur position dans le top. Donc dans cette vidéo, je vais parler des marines et bien sûr je prendrai leur puissance à leur prime, pour que ce soit assez équitable entre les persos qui sont à l'heure actuelle à leur niveau maximum et les persos qui sont à peu près à l'âge de la retraite, on va appeler ça comme ça, ou qui sont réservistes comme par exemple Sengoku ou Garp. Donc en 10ème position, j'ai décidé de mettre Momonga, mais le fait que les autres vice-amiraux et lui, ils ont un niveau assez compliqué à déterminer parce que certains vice-amiraux comme Momonga ont réussi à tenir tête au capitaine allié de Barbe Blanche et d'autres vice-amirals sont très loin de pouvoir tenir tête à même un Numbers ou juste un colonel de la marine. Donc Momonga, le seul truc qui me ferait dire que je le mettrais en 10ème position, c'est parce qu'en fait il est le chef de la base G1, qui est la première base de la marine après Marineford. Et la base G1 se trouve à l'ancienne place de Marineford, c'est-à-dire entre le Nouveau Monde et Paradise Grand Line, la première partie. Sauf que avant qu'il y ait eu l'échange, qui était en plein milieu du Nouveau Monde, et Marineford qui était la place comme on l'a connu à la guerre au sommet, et du coup ça implique que la base G1 était en plein milieu du Nouveau Monde. Donc il mettrait pas là-bas le plus faible des vice-amirals. Enfin ça me tombe sous le sens. Donc pour moi, même à la place actuelle où est la base G1, il mettrait pas le plus faible. Donc pour moi il est premier, deuxième ou troisième. Mais je le mettrai quand même premier juste pour cette raison là. Après ça peut différer entre les autres vice-amiraux. Ça on peut pas réellement le savoir, mais pour moi ça correspond à ça. En 9ème position, j'ai décidé de placer Tsuru, qui est extrêmement respectée par les autres marines, vu qu'elle a pourchassé Doflamingo pendant énormément d'années. Et elle a été loin d'être faible, même si là elle est un peu plus vieille, donc c'est plus compliqué pour elle, mais au niveau de son prime, on peut pas savoir à quel niveau elle était réellement. Mais je sais déjà qu'elle est plus puissante que tous les vice-amiraux. Mais on peut pas réellement la placer au-dessus et je pense qu'elle mériterait pas d'être au-dessus. En 8ème position, j'ai placé Ryokyu. Et par contre, entre la 8ème position et la première place, il n'y a pas un écart énorme. Il y a vraiment un petit écart. Mais je place quand même le taureau vert en dernier, en 8ème position du coup, parce qu'on connaît rien de lui. On sait pas réellement ce que c'est ses pouvoirs, on sait même pas à quoi est-ce qu'il ressemble réellement, donc je peux pas le placer au-dessus des autres, c'est pas possible. Maintenant, en 7ème position, c'est assez simple, parce que du coup, j'ai décidé de placer Fujitora. Parce que le truc c'est que Fujitora, ok, il a un fruit du démon qui est cheaté, sauf qu'il est quand même très loin d'être au niveau des... Il est quand même très loin d'être au niveau des fruits du démon de type Logia. Donc avec ça, je ne peux pas le placer au-dessus, même si le fruit du démon implique la maîtrise. Fujitora a eu son fruit du démon pendant l'ellipse, donc il l'avait pas depuis 15 ans son fruit du démon, il l'avait depuis 1 an à peu près à Dressrosa. Donc comparé à, je sais pas moi, un Aokiji ou un Kizaru qui avait son fruit du démon depuis au moins une dizaine d'années peut-être, c'est compliqué. Et ça fait pour ça, il peut pas Fujitora déjà avoir un éveil de son fruit, je pense. En 1 an, c'est pas réellement faisable. Alors que comparé à une Robin qui n'a pas encore d'éveil et Luffy, dont on n'a pas encore la preuve qu'il a un éveil, ça me paraît quand même assez compliqué. En 6ème position, j'ai décidé de placer Kizaru. Et Kizaru, j'ai surtout mis à ce point-là parce que, en fait, le problème c'est qu'il est très loin d'être perspicace. Et même si je sais qu'énormément d'entre vous l'auraient mis plus haut dans ce top, surtout grâce à son fruit du démon de la lumière qui lui procure la vitesse de la lumière, entre autres, mais le problème c'est que beaucoup voient Kizaru comme étant quasi invincible. Sauf que c'est faux parce que on a bien vu que Marco n'a pas réellement galéré du tout contre lui, et puis Rayleigh l'a arrêté comme il voulait en fait, c'était pas compliqué pour lui. Alors juste avec un acquis de l'observation même pas éveillé, on est capable de rivaliser et de voir ses mouvements. Donc pour moi, Kizaru il mériterait amplement cette place. En 5ème position,
j'ai mis Aokiji et je vais y revenir dessus juste après avec en 4ème position Akainu. Alors j'ai mis Akainu un petit peu au-dessus d'Aokiji, même si entre Akainu et Aokiji, vous allez me dire que Akainu a gagné, sauf qu'il faut quand même spécifier quelques petits trucs. C'est que le combat a duré 10 jours. Et sur un combat long de 10 jours, c'est pas forcément la puissance qui joue, parce que sinon le combat aurait été réglé en 3 jours vraiment grand maximum. Donc là ça s'est surtout joué peut-être à un coup en traître d'Akainu, ou ça s'est peut-être joué par un manque d'inattention, ou mais après vous allez me dire que Aokiji a perdu une jambe, et ben je vais vous répondre très simplement. On a vu les poignets d'Akainu, donc il a sûrement pas perdu ses bras, d'accord? Parce que déjà il a une énorme cicatrice, donc voilà, hein. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai bien regardé, et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu ses jambes. Donc en fait c'est plutôt simple, hein. Je sais pas vraiment si c'est Oda qui l'a fait exprès ou pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on n'a jamais vu ses jambes, donc on peut pas vraiment dire et se servir de l'argument de oui mais il a perdu une jambe, parce que qui nous dit qu'il a pas perdu une jambe aussi à Aokiji? C'est compliqué à déterminer ça. J'enchaîne tout de suite avec la 3ème position. En 3ème position c'est Sengoku, mais la 3ème et 2ème place sont équivalents niveau puissance, c'est Oda qui l'a dit. Mais le truc c'est que vous l'avez sûrement deviné, du coup qui est-ce qui est en 2ème position, c'est Garp. Et j'ai quand même décidé de placer Garp un chouïa au-dessus, juste parce que c'est l'héros de la marine, vraiment juste pour ça. Et parce que Sengoku a l'air de le placer un petit peu supérieur, mais c'est vraiment un tout petit peu. S'il est supérieur, je pense vraiment que c'est vraiment pas de grand chose. Ça se jouerait s'il y a un combat entre les deux, ce sera un combat très long quand même, hein. Et je pense que vous avez deviné qui est-ce qui est en première place. Et où en première place j'ai décidé de placer Kong. Alors certains vont me dire oui mais il est pas membre de la marine. Oui mais en fait là il est au-dessus de la marine en fait. C'est surtout ce qu'il faut se dire, et c'est surtout le truc qui est extrêmement important. C'est qu'il a été amiral en chef à l'époque de Roger. Donc à peu près 25 ans avant maintenant. Et du coup avec ça il devait être amiral à l'époque de Rox. C'est-à-dire à peu près 40 ans avant. Donc vu la menace que représentait Rox, il devait être, je pense, plus puissant que tous les amiraux qu'on a placés avant. Mais je le mets vraiment un tout petit peu au-dessus. Genre l'écart qu'il y a entre, je sais pas moi, Kizaru et Aokiji, il est vraiment minime, mais c'est l'écart qu'il y a entre Garp et Kong. C'est vraiment faible comme écart. Bon voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre top en commentaire. D'accord? Avec vos arguments si votre top diffère du mien. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!